Soyez les bienvenus à cette série portant sur les grands moments de l'histoire musicale en compagnie du professeur Doukas Moyet. Doukas Moyet, la dernière fois, nous avons parlé de Monteverdi qui fut l'un des pionniers du théâtre musical en Europe. Quel pan de l'histoire voulez-vous aborder aujourd'hui? Bien sûr, je vous amène encore au théâtre. Cependant, nous avons quitté Monteverdi alors qu'il était en Mantoue avec Orfeo, son chef-d'œuvre. Et depuis ce temps-là, il a poursuivi sa carrière à Venise. La Serenissima Repubblica, riche et fière, l'a attiré de son côté. Et pendant plus d'une trentaine d'années, il a créé des œuvres vraiment remarquables qui ont donné le ton et qui ont donné l'inspiration à ses compatriotes pour suivre sur ce chemin-là. Donc une influence certaine de la part de Monteverdi, mais que devient l'opéra après lui? Eh bien, après lui, à Venise, déjà tout est en place pour qu'un essor, un spectacle magnifique puisse être présenté régulièrement au public. Venise est la première cité qui a ouvert le théâtre payant pour le grand public. Et c'est en 1637 que le théâtre San Cassiano a vu affluer le grand public, à la fois les aristocrates, mais le peuple également, et qui lui a donné l'occasion de se familiariser, de découvrir ce que ça peut être. Et à vrai dire, l'opéra vénitien et surtout l'opéra spectacle, on ne se pose pas la question de la cohérence, de la logique, de l'unité théâtrale, de l'action, du lieu, du temps, bien sûr. Ce qui est important, bien sûr, avant toute chose, ce sont les chanteurs, les grandes voix, et nous venons d'entendre justement un extrait du maître de l'opéra vénitien Cavalli et de son opéra qui a fait la vedette pendant plusieurs décennies en Italie, Jasone, dans lequel on entend bien cette technique bel canto, des voix avec des roulades, des coloraturas, des trilles superbes, et dans lequel on remarquera bien les voix masculines. À vrai dire, les rôles masculins sont chantés par les hautes voix alto. Aujourd'hui, c'est une haute contre, mais dans le temps, c'était des castrats. C'est vraiment une caractéristique de l'opéra vénitien, mais il y a trois pays qui s'intéressent à l'opéra à l'époque. L'Italie, la France et l'Angleterre. Trois pays, mais trois conceptions tout à fait différentes. Tout à fait différentes pour différentes raisons. Ils ont tous été séduits par l'expérience italienne et étonnés en même temps par l'exubérance, la passion et ce goût du spectacle qui est tellement caractéristique pour les Italiens. Chacun d'entre eux cherchera en quelque sorte de reprendre le flambeau, mais sans véritable capacité de faire exactement ce que les Italiens ont fait. Alors, chacun de ces pays va inventer son propre théâtre lyrique, et c'est de ces différences justement que j'aimerais bien vous parler au cours de cette émission. Cependant, auparavant, un deuxième extrait du même Jasone qui représente le modèle de l'opéra seria et opéra buffa mis ensemble. C'est une comédie tragique ou tragicomédie, comme on veut. Ce deuxième exemple est extrêmement significatif par l'apport d'éléments populaires, du chant populaire,
C'est le commentaire de la nourrice qui a observé la scène d'amour que nous venons d'entendre précédemment et qui, en quelque sorte, d'une façon très réaliste et très drôle, explique ce que ça veut dire les amours qui ne sont pas tout à fait légitimes. Alors voici cet extrait. Per ritrovar marito, le fanciulle oggi di si danno a prova. Economia graziosa, politici consigli, prima che far da sposa, san far da madre ed allevare i figli. Alors on devait parler plus de théâtre musical en France finalement. En effet, ce qui est étrange, c'est que le théâtre musical en France sera modelé et créé littéralement par un Italien. C'est Lully. Il aura appris ses classes à Florence. Il est venu très jeune, au temps de Louis XIII et au temps de Mazarin en France. Et il a été très astucieux, à la fois musicien génial, un homme d'affaires brillant, qui a très bien compris et l'esprit français, les exigences de la langue française et les aspirations de la mentalité française. Alors nous devons à Lully la création du genre qui va s'appeler la tragédie lyrique et qui va vraiment répondre aux besoins, aux exigences culturelles de l'esprit français. Ce qui signifie un modèle du théâtre musical structuré selon les modèles des grands tragédiens avec l'unité du lieu, du temps, de l'action et la musique parfaitement adaptée à la langue française. Et vous avez un exemple à nous proposer? Voilà, vous m'avez justement précédé. Ce que je voulais vous proposer ici, c'est une œuvre de Lully Attis avec l'ouverture très caractéristique, l'ouverture à la française, lent, vif, lent, et le prologue qui fait une mise en place de l'action et qui fait la louange du souverain de Louis XIV, à qui est dédiée cette œuvre. À la musique du roi, on ne parle que de ce nouveau dessin d'orchestre inouï auparavant, rauque et dense, sombre et puissant. Il est de Lully. Il paraît plus propre de rendre le goût français. Dans la querelle entre les vieux maîtres et Lully, le roi prend parti pour Lully, admirant les beautés, dessins, proportions et surtout cette manière étrange qu'il a de lier chaque détail au tout. J'ai respecté la célèbre mémoire des héros des siècles passés. C'est en vain que leur nom si fameux dans l'histoire du sort des nos communs ont été dispensés. Nous voyons un héros dont la brillante gloire... En effet, voilà des commentaires que les contemporains ont faits
en 1675, lorsque cet opéra, j'ai prononcé le mot opéra, cette tragédie lyrique était présentée à la cour à Versailles et qui a à la fois séduit les esprits clairvoyants et dérangé beaucoup les chanteurs habitués à avoir la première place. Parce que Lully donne de l'importance au drame. Voilà. Et ici, à l'orchestre, nous avons entendu un orchestre comme jamais auparavant, et cette importance du timbre orchestral, développement significatif de l'atmosphère même du drame, de la tragédie lyrique, est essentiel. Et nous avons ici trouvé un exemple caractéristique de cette ouverture à la française qui va faire tellement de choses importantes pour la musique instrumentale par les générations à venir. Et cette ouverture qui précède, qui prépare le drame, et auquel elle donne déjà un ton à l'avance. Alors bien sûr, cette déclamation sans fioriture ne plaît pas à tous les chanteurs, si je comprends bien. Pas du tout, pour la bonne raison que les chanteurs ne comprennent pas qu'on puisse les priver de ce plaisir de se montrer sous les plus beaux jours. Donc Lully est allé vraiment à l'encontre de la tradition des solistes du bel canto, mais par contre il répond parfaitement aux aspirations de l'esprit français de ce siècle cartésien où l'ordre, la clarté et le respect parfait de la langue est essentiel. Et voici justement d'autres commentaires contemporains. Chacun veut briller dans Atys. Il n'y a rien pour briller dans cette œuvre de Lully. Tout est fait, compté, mesuré pour que le drame avance sans jamais s'affaiblir. Tel chanteur se plaît à ajouter des ornements, ralentit la battue, et pour paraître plus longtemps, pour susciter quelques applaudissements, étire un air que Lully voulait simple, court et naturel. Tel danseur pleure pour obtenir une reprise inutile. Les violons veulent jouer lorsque Lully demande les flûtes, ou encore cherche un timbre éthéré lorsqu'il faut être rauque. Chacun regarde son image dans Atys, Lully défend son travail. Vous pleurez. D'où vient votre peine nouvelle? N'osez-vous découvrir votre amour si belle? Hélas, qui peut encore redoubler vos ennuis? Achevez. Je ne puis. L'amour n'est guère heureux lorsqu'il est Hélas, je m'aperçois que trahir. Atys de Lully. Voilà un exemple parfait de ce qu'était la tragédie lyrique avec cette écriture de Lully. Mais que voulait-il faire exactement et quel résultat voulait-il obtenir? Il voulait justement résoudre un des problèmes fondamentaux de tout théâtre musical. Déjà, le problème posé pour Monteverdi, qu'il a résolu brillamment. Lully l'a repris à sa façon et en se modelant sur les tragédiens français de son temps, en travaillant de façon très attentive au théâtre. Il a commencé son expérience avec Molière et son Malade imaginaire avec la musique de scène. Il a compris où se trouvait la clé de succès et l'a réalisé brillamment. La question fondamentale qui se pose au théâtre musical, quel qu'il soit et quel que soit le nom qu'on lui donne, est de savoir est-ce que la musique sert l'expression des caractères, des personnages, des émotions, ou elle est d'abord et avant tout un divertissement. C'est en quelque sorte la clé de tous les problèmes que l'opéra rencontrera, de toutes les réformes, puisqu'on n'arrivera pas vraiment à associer les deux. La synthèse entre les deux, je crois, est pratiquement impossible. Alors voilà ce que Lully a réussi et brillamment, en mettant en place donc une conception du théâtre musical parfaitement cohérente, tout à fait équilibrée, on pourrait dire logique, et qui
intègre malgré tout ce goût du plaisir avec le ballet, qui est une partie obligatoire, et d'autre part, la musique instrumentale, les éléments de la suite sont présents à l'intérieur de sa tragédie lyrique. L'orchestre est traité de façon magnifique, et au-dessus de tout, le récitatif français qui fait oublier tous les reproches qu'on pourrait faire à la langue française, et on lui a fait souvent ce reproche de ne pas être très musical. Donc le mérite de Lully, étonnamment pour un étranger, c'est d'avoir saisi l'esprit de la langue française, de lui avoir donné un sens musical magnifique et de l'avoir réalisé dans un spectacle aristocratique. Et à ce niveau-là, il gagne son pari. Voilà, parfaitement. Ici, on résume 3 conceptions différentes, puisqu'il y a 3 pays différents qui s'intéressent à l'opéra au XVIIe siècle, l'Italie, la France et, si on traverse la Manche, l'Angleterre. Comment se sentent-ils, eux, les Anglais? Depuis toujours, les Anglais ont été attirés par les événements sur le continent, et il y a eu, en matière musicale, un échange de snobisme, de politesse de part et d'autre, et dans le cas du théâtre musical, c'est également le cas. Mais on est bien au courant de ce qui se passe ailleurs, sur le continent. Oui. Et on emprunte ce qu'on a envie de prendre, et je pense ici le genre du ballet de cour français qui a fait fureur en Angleterre avec le théâtre d'Avenant qui est venu transposer quelques traditions françaises en Angleterre, mais sans véritablement s'implanter ou s'enraciner. Ce sera exactement la même chose avec le drame musical italien. Les Anglais ayant peut-être leur tradition théâtrale très forte, n'oublions pas que depuis très longtemps, dans le théâtre anglais, la musique est présente, et notamment avec Shakespeare, où il y a toujours une interpolation, une illustration musicale des événements sur scène. Le genre qu'ils ont privilégié, ce genre de masque, utilise de façon analogue que le ballet de cour français l'élément musical pour étoffer des moments qui ne sont pas parfaitement cohérents sur le plan dramatique, mais ils sont surtout un divertissement, un plaisir. Donc à ce point de vue, les Anglais ont leur propre tradition, leurs propres exigences, et je dirais que le théâtre shakespearien y est pour beaucoup. Donc l'association du théâtre et de la musique est très évidente en Angleterre, mais peut-on vraiment parler d'opéra? Difficile de prononcer ce mot pour l'Angleterre, même si un cas très particulier confirme comme exception ce qui se passe là. Je pense ici à Purcell, le grand génie anglais, l'unique du XVIIe siècle, qui a écrit nombre de pièces, enfin nombre d'œuvres, musique de scène, notamment La Tempête, Le Roi Arthur, qui sont basés sur des textes de Shakespeare, et son chef-d'œuvre Didon et Aîné, qui confirme justement qu'il y avait la connaissance de l'opéra en Angleterre, mais que la tradition n'avait pas de racines. Donc Purcell a une véritable vision de l'opéra. Tout à fait. Avec Didon et Aîné, je voulais justement vous présenter une œuvre qui, d'une façon très cohérente et très concise, met en relief cette histoire d'Énéide, des amours malheureuses de Didon et Aîné, qui avaient un autre destin que de s'attacher à une reine, si belle fut-elle. Et justement, pour voir comment le destin organise les choses à sa façon, la scène des sorcières qui me rappelle terriblement d'autres scènes de démons et de sorcières dans l'opéra. Je pense ici à Freischütz et peut-être certaines scènes de Wagner, mais n'anticipons pas trop. Ce que je voulais surtout vous montrer avec cette scène d'opéra très suggestive, ce frisson délicieux qui est apporté par l'orchestre et par les voix de femmes, qui d'une certaine façon donne l'impression que vous êtes dans un univers féerique, irréel, mystérieux, terrifiant, et tout cela en travers quelques mesures de musique. Sent from Jove
Voilà la scène des sorcières tirée de l'opéra Didon et Aîné de Purcell, créé en 1689. Alors toutes ces innovations en Europe ouvrent la voie à une certaine évolution du théâtre musical. Justement, Doukas Moyet, quel sens prend cette évolution au juste partout en Europe? D'abord en Angleterre, c'est un moment d'arrêt qui culmine avec l'œuvre de Purcell, mais il n'y a pas de relève et il faudra attendre la venue de Handel pour que l'Angleterre découvre effectivement l'opéra italien, mais toujours avec quelques réticences. Pendant ce temps-là, le chemin de l'opéra seria se poursuit en Italie. Le modèle vénitien a inspiré aussi d'autres cités, et je parle ici de Naples en particulier, qui a découvert presque sa vocation musicale et théâtrale en fondant l'opéra de San Carlo en 1737, donc 100 ans après Venise. C'est là où le spectacle de l'opéra seria va prendre sa véritable mesure, je dirais même sa véritable démesure. Un opéra bien différent de celui que l'on connaît à Venise? C'est une continuité et une amplification à la fois des mêmes qualités et des mêmes défauts. D'une certaine façon, l'amplification dans le sens de la machinerie, du décor, des effets scéniques puissants et, je dirais, du côté des défauts, l'absurdité encore plus grande des libretti, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Les dieux, les demi-dieux et les pauvres humains qui sont imbriqués là-dedans, on ne leur demande pas d'être logiques. Après tout, l'opéra en soi est un genre absurde, du fait même qu'on fait chanter plutôt que parler les comédiens sur la scène. Et on fait toujours appel à la puissance émotive de la musique avant toute chose. C'est évident. Alors, la musique est puissante et émotivement parlant, tout est mis en œuvre pour qu'elle fonctionne. Elle fonctionne admirablement bien avec les arias da capo, des moments d'arrêt pour que les solistes puissent briller, les récitatifs pour exprimer des moments très intenses et faire la narration nécessaire, mais pour tout le reste, la logique demandée par la logique, demandée par la cohérence théâtrale, et n'a pas vraiment sa place à l'intérieur de l'opéra seria napolitain. Et si on parle d'opéra buffa? Voilà, c'est un autre volet napolitain extrêmement significatif pour la bonne raison que, justement, entre les actes de l'opéra seria, qui sont peut-être bien graves et bien sérieux, on fait une insertion des moments tout à fait quotidiens, prosaïques, des petites scènes croquées sur le vif. On pourrait dire c'est de la commedia dell'arte transposée sur la scène musicale. En général, 2 personnages, 3 au maximum, très stéréotypés, un langage populaire et des situations, disons, d'une banalité absolue, mais dans laquelle justement la musique apporte ce moment de contraste, de limpidité, de clarté, de simplicité et de spontanéité naturelle totale, séduction garantie. Et les chanteurs brillent aussi. Dans l'opéra buffa, les chanteurs ne sont pas là vraiment pour briller. Ils sont là pour donner un élément vivant, comique et musicalement très juste et très senti. Il n'y a pas tellement d'émotion dans l'opéra buffa, il y a une comédie de situation. C'est dans l'opéra seria que l'aspect vocal, le bel canto, à travers les carrières des castras, est confirmé. Et c'est le summum, justement, de la carrière des castras, toute cette époque. En effet, justement, depuis déjà Monteverdi, les castras prennent presque systématiquement tous les rôles masculins, en particulier ces rôles masculins d'amants, disons les héros, qui plus tard deviendront des ténors, surtout s'il s'agit des dieux et des demi-dieux, parce que c'est la différence fondamentale entre la voix masculine naturelle et la voix très haute des castras, qui vont être un petit peu plus tard remplacées par les voix de haute contre ou des altos masculins. Cette différenciation qui signifie qu'un dieu, qu'un immortel ne peut pas avoir la même voix
qu'un homme ordinaire. Et la tradition va se perpétuer, d'autant plus que la voix des castrats est une association merveilleuse de la voix blanche, pure des garçons avant la mue et la puissance des poumons d'un homme adulte. Donc, impact vocal tout à fait apprécié et assez spectaculaire, il faut le dire. Un compositeur représentatif de l'opéra seria? C'était Alessandro Scarlatti qui a transmis le flambeau à travers toute l'Europe, 200 œuvres qui ont fasciné ses contemporains et notamment Handel, dont nous parlerons un petit peu plus tard. Et quelle place Pergolèse prend-il? Contemporain de Alessandro Scarlatti, c'est l'illustration de ce deuxième volet, l'opposition, le verso de l'opéra seria, l'opéra buffa, avec la servante maîtresse qui va faire littéralement un malheur à travers l'Europe. Il en a fait beaucoup d'autres, mais c'est l'œuvre pivot, l'œuvre référence, l'histoire très banale d'une servante qui veut se faire épouser par son maître. Lui, il résiste. Et dans un dialogue plein de charme, de verbes, de pétillants, vous allez entendre tout le miracle de l'opéra buffa. Se del padrone io giungo ad esser sposa, tutto mi chiedi, mi avrai, di casa sarai il secondo padrone, io te prometto. Io crederei che la mia serva adesso, anzi per dir meglio, la mia padrona, ad uscir di casa mi darà il permesso. Ecco, guardate, senza mia licenza pur si volle vestir. Ma sì che al fondo giunte sua impertinenza, e deve aria, e di nostre richiederti l'asilo. T'asconderai per ora in quella stanza, e a suo tempo uscirai. Oh, qui sta bella, e facciam nostro dovere. Se posso, come non posso, tu vuole, come non vuole, la mia padrona bella. Signor, già per me è finito il gioco, e più tedio fra poco, per me non sentirà. Credi io che no. Prenderà moglie già. Credi io che sì, ma non prenderò te. La Serva Padrona de Pergolèse, créée en 1633, c'est un grand succès européen de ce genre, l'opéra buffa, mais je me demande, moi, si l'opéra buffa est prisé même en France. Pour l'instant, non. Mais dans 20 ans plus tard, elle va faire, la servante maîtresse va faire un malheur, comme je l'ai dit tout à l'heure. À vrai dire, c'est avec cela que commencera la querelle des bouffons. Mais ce n'est pas pour tout de suite, un tout petit peu plus tard. Ce qui se passe pendant ce temps-là, ailleurs, et en particulier en France, c'est l'héritage de Lully qui se poursuivra. Cependant, il faut bien dire qu'après la mort de Lully, les chanteurs, les interprètes se sont trouvés tout à coup libérés de l'emprise des règles très sévères et intransigeantes de l'art de Lully. Et ils ont choisi de traiter ces partitions comme d'habitude, c'est-à-dire avec la liberté d'improviser des ornements, des trilles, des coloraturas, toutes les belles choses que Lully justement leur défendait. Et c'est ainsi, lorsque les interprètes ont pris la première place, que la concision, le sens logique, la clarté, la rigueur que Lully avait donnée à la tragédie lyrique se sont détériorées progressivement et nous arrivons au seuil du XVIIIe siècle avec une tragédie lyrique qui a maintenant une autre allure que celle de Lully, même si l'esprit, en principe, restait le même. Tout cela à cause des chanteurs qui se sont enfin sentis libérés de leur carcan. En effet, parce que les interprètes, quand ils se trouvent devant une feuille qui leur donne tout juste un schéma mélodique qui leur paraît bien ascétique, ne peuvent pas résister à la tentation. Elle est dans l'air du temps. Alors, ils embellissent. La décoration fait partie des mœurs et de l'esprit du temps. Et voilà, la déformation des idées initiales, originelles, se trouve inévitablement intégrée. Et les Français se trouvent un peu entre les modèles italiens et leurs propres aspirations dans toute cette histoire. Voilà, et au milieu de ces aspirations, un grand nom,
Jean-Philippe Rameau. D'abord connu comme compositeur de musique de clavecin, ensuite en tant que théoricien très célèbre, on en parlera, on en a déjà parlé, et d'autre part, à l'âge déjà avancé, comme compositeur d'opéra, opéra-ballet, tragédie lyrique, si on peut le dire, de nouveau remise sur scène, mais avec des éléments d'intégration d'italien, de français et de tentatives de symbiose des deux. Et il accorde beaucoup d'importance à l'ouverture. Beaucoup. Dans ce sens-là, nous nous retrouvons dans cette aspiration qu'on a attribuée d'abord à Gluck et qui va être ensuite développée par le XIXe siècle. Mais Rameau intuitionne déjà l'importance de l'ouverture pour créer l'ambiance du drame, pour préparer l'auditeur à ce qui va suivre. Et ces ouvertures sont en soi des chefs-d'œuvre. Et vous avez choisi de nous faire entendre l'ouverture de Castor et Pollux. Un extrait de l'ouverture de Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau. Un vent de contestation souffle et il s'en trouve pour dire que l'esprit français ne s'adapte pas à l'opéra. En effet, malgré les beautés de la musique de Rameau, malgré le charme de ses récitatifs et la sensibilité qu'il a à la fois pour la voix, pour l'orchestre et la langue française, il y a quelque chose dans l'air qui montre que tout n'est pas tout à fait comme il faut, comme ça devrait l'être. Un malaise est certain. Il faudrait peut-être mentionner que le problème est aussi celui de la qualité des interprétations qui ne sont pas toujours de même niveau que la qualité de la musique comme telle. Cependant, à Paris, à ces moments-ci du XVIIIe siècle, des années plus précisément 1752, une troupe italienne est arrivée en présentant rien de moins que Pergolèse, la servante maîtresse. Ce n'est pas une nouvelle chose pour les Parisiens, ils l'ont déjà entendu quelques années plus tôt, mais ils n'ont pas réagi. Mais probablement les temps sont mûrs, et devant ces opéras aristocratiques destinés à la noblesse, avec des sujets mythologiques et parfois tellement farfelus que même n'importe quel amateur de musique se rendrait compte, la séduction de Pergolesi, de l'opéra buffa, agit d'une façon presque à effet d'une bombe, littéralement. Et en arrivant comme ça, à ce moment-là, en France, le prétexte est vraiment donné pour essayer de clarifier à la fois une opposition, un malaise profond qui devient littéralement un conflit, pas uniquement un conflit musical, mais un conflit politique. Et à titre d'exemple, Jean-Jacques Rousseau y va d'un pamphlet assez acerbe. Il dit ceci: « Je crois avoir fait voir qu'il n'y a ni mesure ni mélodie dans la musique française parce que la langue n'en est pas susceptible, que le chant français n'est qu'un aboiement continuel, insupportable à toute oreille non prévenue, que l'harmonie en est brute, sans expression. D'où je conclus que les Français n'ont point de musique et ne peuvent en avoir, ou que si jamais ils en ont une, ce sera tant pis pour eux. » Jean-Jacques Rousseau, Lettres sur la musique française, 1753. Eh bien, il y a de quoi sursauter oui. devant un tel pamphlet, littéralement. Il a provoqué beaucoup de remue-ménage, il a provoqué des réactions violentes et cela a duré pendant 2 ans.
les pamphlets se sont succédés, parce qu'à vrai dire, Jean-Jacques Rousseau parlait des choses qu'il ne comprenait pas vraiment très bien, et son texte, Lettres sur la musique française, est l'exemple justement de ce qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire parler des choses qu'on ne connaît pas. Cependant, cette lettre avait le mérite de sortir des bonnes idées à la surface, justement pour rétorquer à cet amas d'arguments qui ne tiennent pas debout. Et je crois que là, nous avons parmi d'autres textes une phrase qui dit tout, et je pense que vous allez nous la trouver. Oui, la voici cette phrase. « Le caractère d'une musique nationale ne dépend point de la qualité du langage, mais de la nature du génie. » Voilà qui dit tout, parce qu'au fond, l'histoire comme telle n'a pas touché vraiment le véritable problème. C'était un prétexte. La serva padrona et la querelle des bouffons n'étaient que l'expression d'un malaise profond dans la musique française. La comparaison n'est pas juste. On ne peut pas comparer une opéra buffa à une tragédie lyrique ou un opéra ballet, opéra seria français. Il aurait fallu comparer le même genre avec le même genre. Voilà. C'est évident que justement la querelle portait à faux et que la véritable question est encore toujours la même. La musique peut-elle, oui ou non, exprimer les sentiments, décrire les caractères et servir vraiment de drame scénique? Une chose est certaine, avec Rameau, on a affaire à un musicien d'avant-garde. Voilà, et je crois que dans ce sens-là, son emploi de l'orchestre, du chœur et des voix est tout à fait extraordinaire. L'exemple de ces funérailles que nous allons entendre, encore tiré de l'opéra Castor et Pollux, où le chœur a le rôle presque du chœur de la tragédie antique. Les funérailles de Castor et Pollux, voilà un exemple de l'avant-gardisme dont fait preuve Jean-Philippe Rameau dans son écriture musicale. Et pendant ce temps, en Angleterre, on s'intéresse à l'opéra seria. Voilà, le chemin se poursuit et à vrai dire, de la même façon que certains événements se sont produits en France, c'est ce qui se produit aussi à Londres. D'abord, la visite de quelques troupes napolitaines qui viennent présenter les œuvres d'Alessandro Scarlatti. Étonnement, curiosité, quelques réticences. C'est plutôt une mode et un snobisme que véritablement une compréhension de ce que le théâtre napolitain, l'opéra seria, peut représenter. Jusqu'au moment où un grand génie fait son entrée avec beaucoup de panache à Londres. Je voulais ici parler de la première visite de Handel, qui lui a fait d'abord ses classes auprès d'Alessandro Scarlatti à Naples. Pendant 3 ans, il a appris toutes les ficelles du métier et surtout il a appris l'art de la mélodie. De sa patrie, l'Allemagne, il a porté le savoir-faire de la polyphonie, du contrepoint, et il a senti que peut-être il pourrait faire le lien entre les deux. Et le voilà, 1711, il apporte l'opéra Rinaldo à Londres qui fait un succès monstre et ouvre la porte, la sensibilité à l'opéra italien en Angleterre. On est carrément séduit par sa musique. C'est tout à fait évident que ce que Handel a apporté, l'art de la mélodie avant toute chose, qui est la caractéristique fondamentale de l'opéra napolitain,
a beaucoup plu aux Anglais. Et voilà, à partir de ce moment-là, ils sont accueillants, ils sont ouverts pour le genre comme tel. Et Handel, encouragé, quelques années plus tard, viendra non plus en visiteur, mais en tant que résident. Et ensuite, il s'est même fait naturaliser en Angleterre, avec dans sa besace, on pourrait dire, toute une série des opéras dans le même style et dans le même genre, mais dont plusieurs n'ont pas eu le succès escompté, peut-être parce qu'il les a fait en série, parce qu'il les a produits d'une façon qui était un peu trop napolitaine et pas suffisamment britannique. En tout cas, c'est évident que d'une vingtaine d'opéras qu'il a présentés à Londres, il y a eu tout juste peut-être un 25% qui ont vraiment eu du succès et les autres ont été accueillis avec beaucoup de réticence. Et vous avez choisi de nous présenter un extrait de ces opéras. J'ai choisi Jules César, Giulio Cesare, dans la version, disons, la plus italienne qui soit, qui est un opéra parmi ceux qui ont connu un succès considérable, à la fois parce que l'histoire comme telle est cohérente et très intéressante, et d'autre part parce que les personnages, les caractères sont intégrés dans la musique d'une façon magnifique. Et l'air que je voulais vous présenter est un air d'une séduction, dans les deux sens du mot, séduction parce que Cléopâtre est en train de séduire César avec beaucoup de calculs en arrière-plan, il y a des calculs politiques, et cette séduction est traduite en musique. Vous pouvez ne rien savoir de l'histoire, de la scène, du libretto, de son compositeur, pour être en pamoison, littéralement, devant ses voix, cette mélodie infinie qui ne se termine pas. Elle est suspendue, vous avez constamment l'impression qu'elle ne peut pas finir, comme le charme, la séduction et les regards langoureux de Cléopâtre pour César. L'aria Vadoro de l'opéra Jules César de Handel, qui témoigne de la force mélodique exceptionnelle de ce compositeur, Handel qui délaisse peu à peu l'opéra pour se consacrer plutôt à l'oratorio. Pourquoi ce changement? Il n'avait pas vraiment le choix. Il lui est arrivé quelque chose de pas tout à fait agréable. Le public véritable anglais savait depuis un petit moment que l'opéra italien ne lui convenait pas. Il n'y avait pas de résonance dans l'esprit britannique. Et c'est 4 ans après la réussite de Jules César, plus exactement en 1728, que sort à Londres une caricature d'opéra, une satire de l'opéra italien sous le titre de Beggar's Opera, qui est une œuvre collective de John Gay et Pepusch,
qui justement cherchait à démontrer l'absurdité de l'opéra seria italien. Ils ont réussi si bien, ils ont même massacré les œuvres de Handel que le public aristocratique a apprécié à sa façon. Donc après Beggar's Opera, on peut dire que l'opéra italien en Grande-Bretagne a littéralement été saboté. C'était à la fois un malheur et une bonne fortune. Cela a permis à Handel de découvrir sa véritable vocation, qui est celle de l'oratorio. Alors l'oratorio, quels sont les thèmes abordés habituellement dans l'oratorio de Handel? Les thèmes abordés habituellement sont sortis de la Bible. C'est un choix de thèmes bibliques qui, sur le plan dramatique, prête au compositeur une chance tout à fait remarquable de mettre non pas en scène, mais en musique, un drame qui n'a pas de mise en scène, mais qui a cet avantage d'être un spectacle sonore magnifique. Et Handel a découvert que c'était justement le genre musical qui correspondait le mieux aux aspirations et de la culture britannique comme telle, de ses aspirations, de cet empire britannique qui se constituait justement à ce moment, de ce nationalisme qui se préparait pour la conquête à la fois du territoire et des colonies, et le symbole d'Israël devenait le symbole de l'empire britannique. Voilà pourquoi les oratorios peuvent être écoutés à deux niveaux, à la fois transposition biblique véritable avec les textes très beaux, très dramatiques, et d'autre part le reflet des préoccupations nationales et politiques des îles britanniques du XVIIIe siècle. Et sur le plan strictement musical, on peut d'ores et déjà parler de tragédies chorales tout à fait gigantesques. C'est ainsi qu'on peut le voir, parce qu'elles ont été conçues de façon monumentale, une synthèse, une somme, on peut dire, de toute la musique baroque, qu'elle soit italienne, qu'elle soit allemande, française ou britannique. Italienne par les chœurs, Handel est allé chercher les astuces chorales chez Carissimi, son maître par les partitions. Il est allé chercher en Allemagne l'art du choral protestant, mais transposé aux îles britanniques. En France, la subtilité du récitatif, et il a mis tout ça dans un ensemble tout à fait cohérent. Donc les sujets bibliques, la musique intégrée, tout se trouve être dans une unité d'esprit parfaite. Et quel exemple serait le plus en mesure d'illustrer cet art? Pratiquement tous pourraient servir à cela, cependant j'ai choisi celui qui, pour les chœurs, semble être parmi les plus cotés, qui a eu le plus de succès, c'est l'oratorio Solomon, c'est le chœur final, Praise the Lord. Le chœur Praise the Lord de l'opéra Solomon de Handel. Cependant, au XVIIIe siècle, Doikas Moye, le théâtre musical comme tel éprouve certaines difficultés. Alors quels sont les problèmes inhérents au genre à ce moment-là? À vrai dire, les problèmes se répètent constamment. De façon cyclique, on pourrait dire que périodiquement,
Une fois qu'on a fait une mise au point, la rechute se fait sentir parce que je pense que le genre comme tel porte en soi ses contradictions et exige qu'on mette de temps à autre des choses au point, de préciser, de nuancer, de mettre de l'ordre, parce que très souvent, il arrive qu'il y ait une confusion entre le rôle du compositeur et les interprètes, les chanteurs, qui sont les grandes vedettes. On peut bien les imaginer comme aujourd'hui les vedettes de cinéma. Au XVIIIe siècle, c'était des chanteurs, des primadonnas qui prédominaient. Donc il faut apporter des solutions et peut-être même penser à une réforme de l'opéra. Voilà, dans la série des réformes d'opéra, une de plus, une de moins, celle-là, c'est Gluck-Chevalier, Gluck qui l'a apportée. Alors pour sa réforme, par quoi commence-t-il? D'abord par quitter Vienne, où il a passé la plus grande de sa vie, et aller à Paris. C'est étrange, les réformes d'opéra proviennent très souvent du côté français ou alors centrées sur Paris, comme si il y avait quelque chose dans l'air parisien qui suscitait cet éveil. Je soupçonne ce que cela pourrait être, puisque pour les Italiens, il n'y a pas de problème du tout, c'est pour les autres qu'il y a des problèmes. Donc, à 60 ans, Gluck s'en va à Paris, peut-être pour toucher de près cet esprit très intellectuel et rationnel, littéraire, qui demande au théâtre d'être bien organisé, bien structuré. Et c'est à Paris qu'il présente pour la première fois ses opéras, version française, dont plusieurs existaient déjà depuis 10 ou 15 ans, version italienne. C'est le cas de Orfeo, par exemple, et c'est ainsi que, commençant par, disons, une idée théorique, l'appliquant sur des œuvres déjà existantes, qu'il propose, disons, un schéma qui établiront, si vous voulez, une continuité et une nouveauté considérable sur la scène musicale. Mais la musique est avant tout au service du texte, si je vous comprends bien? Oui, c'est cela. Au service du texte, au service d'abord d'une structure dramatique qui va passer de 5 actes à 3 actes, donc plus concis, plus régulier, le respect des règles classiques, l'orchestre au service de l'ambiance musicale, où l'ouverture va respecter les mêmes règles que ce qu'on a rencontré déjà chez Rameau, mais qu'on avait bien sûr oublié. Le récitatif extrêmement significatif et qui va respecter également le texte et les lois d'accentuation de la langue. Et dans l'ensemble, une très grande cohérence, sans liberté d'improvisation pour les chanteurs. C'était La mort d'Eurydice, un extrait de l'opéra Orphée et Eurydice de Gluck, qui a été créé à Paris en 1776. Qu'y a-t-il de significatif dans ce que nous venons d'entendre? Dans cet extrait précisément, il y a cette déclamation qui est très subtile, avec des silences tendus de cet instant vraiment dramatique, mais où les moyens sont d'une sobriété étonnante pour obtenir le maximum d'effet. Et assez curieusement, il s'intéresse beaucoup à la langue française. C'est assez étonnant. En effet, ce sont les étrangers qui viennent à Paris pour régler les problèmes du théâtre musical et ils le règlent en français. Il se peut que la question de la langue française soit très stimulante. L'italien, en tant que langue musicale, ne pose aucun problème. Elle se chante tout naturellement. Par contre, le français est un véritable défi, à la fois par sa clarté, sa logique. C'est un outil absolument extraordinaire pour la compréhension des choses,
mais sur le plan de la prononciation, il y a quelques difficultés que très peu de compositeurs ont réussi à surmonter. Et je pense ici au E muet, tout un trouble fait, R qui ne vibre pas, qui ne sont pas sonores, toutes les voyelles qui sont nasales, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et finalement, l'accentuation qui est à la fin de chaque mot. Tout ça, ce sont des choses inhérentes à la langue française et il faut être un musicien pour pouvoir composer avec. Alors, c'est ce que Gluck a réussi et l'hommage qui lui a été rendu par la postérité, rien de moins que Claude de France, qui, lui, dans Péléas et Mélisande, a surmonté tous ces obstacles d'une façon aussi subtile et je dirais probablement beaucoup moins rationnelle que Gluck l'a fait, même si Debussy a eu quelques griffes à envoyer à Gluck, il s'en est servi peut-être d'une façon inconsciente, mais d'une façon magnifique. Il ne faut pas oublier non plus que Gluck était un contemporain de Mozart. Et là, on ouvre la porte au classique, n'est-ce pas? On aura l'occasion d'y revenir. Mais pour l'instant, nous allons écouter un extrait d'Orphée Eurydice, encore une fois, cet air célèbre que tout le monde connaît. J'ai perdu mon Eurydice.